bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, qu'on commence ce déjeudi un peu spécial. Un peu spécial parce qu'il est le fruit d'un partenariat qu'on a maintenant depuis 3 ans avec Métamorphose, qui est le temps d'hiver d'un été au Havre. On connaît, tous un été au Havre, les œuvres d'art dans l'espace public qui s'étend, l'été et qui est, dans toute la ville du Havre et Gaël Charbot, le directeur artistique d'Un été au Havre, enfin vous le savez sans doute, mais je préfère le redire, a pris le parti, l'hiver, de faire une pause, de dédier une journée à, la question de l'art dans la ville. Alors nous, quand on pose des questions sur la ville, forcément ça nous parle ici au 139 puisque la raison d'être de ce lieu, c'est de s'interroger sur nos manières d'habiter et la ville est vraiment l'endroit où on est, où il y a qui concentre peut-être le plus d'habitants et c'est assez naturellement que le partenariat s'est noué. On est intervenu, dans le cadre de Métamorphose il y a 2 ans, hein, donc ça a lieu demain pour ceux qui sont intéressés au volcan et c'est la première fois qu'on s'est dit: «Oh, allons un peu plus loin, faisons un jeu de ping-pong et voyons comment on peut aussi nous, se faire l'écho de ce qui se dit au volcan le vendredi en accueillant, une personne au 139 dans le cadre, de CD Jeudi». Donc c'est aujourd'hui, un sujet qui nous intéresse beaucoup puisqu'il a trait à la question de l'habitat, de l'aménagement et de la je dirais de l'aménagement durable. On va le voir ensemble. On a, donc la chance et le plaisir d'accueillir non pas Clarisse qui était prévu car c'est les joies du direct. On est à un événement, qui est vivant et qui, bah, doit s'adapter à certaines contraintes. Donc Clarisse a eu un empêchement, et elle n'a pas pu venir, nous rejoindre ce midi. En revanche, c'est Arthur qui est au fond de la pièce que je vous demande d'accueillir et qui la remplace et qui, va nous parler brillamment de ce projet. Bienvenue Arthur, donc tu as un petit micro, va s'asseoir. Merci beaucoup pour, l'introduction. Donc l'idée, c'est qu'on se donne, comme d'habitude, une vingtaine de minutes d'échange pour découvrir, ce que tu fais, le projet, auquel tu participes et puis un échange avec le public. Si vous avez des questions à poser à Arthur avant d'avoir un déjeuner, de poursuivre les échanges dans un cadre plus informel avec Premier mai qui nous a préparé un délicieux, repas pour ce midi. Alors peut-être pour commencer, Arthur, tu peux te présenter et nous dire, ton rôle au sein de Fabrique et nous dire qu'est-ce que c'est que cette Fabrique? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Arthur Duval, je suis, ingénieur mécanique et procédés chez Fabric. Donc comme tu as pu, l'expliquer Maxence, Clarisse n'est pas là aujourd'hui, elle, s'en excuse. Voilà, c'est un fâcheux problème d'agenda. C'est ce qui arrive souvent quand on essaye d'endosser le rôle, bah, en fait, de président d'entreprise, mais aussi à la fois commercial et marketing, ce qui est la vraie vie de Clarisse. Mais on va en parler, je vais pas parler que de moi, je vais aussi parler pour Clarisse, j'ai aussi préparé ça avec elle. Le but, c'est que, on ait le point de vue, de l'entrepreneuse et ce qui est sympa et vous serez pas déçus, vous aurez du coup mon point de vue, plus, technique, qui est aussi, très important, quand on bosse sur, finalement de la production, d'un matériau innovant. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est concrètement Fabrique et comment c'est né? Ouais, alors, Fabric concrètement, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une agence de design, parisienne spécialisée dans la revalorisation des déchets textiles, à destination du design et de l'architecture intérieure. Donc Fabric, c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai ramené aussi quelques petites preuves de concept. Fabric, c'est, concrètement une brique et qui est née d'un projet d'architecture de, Clarisse Merlet, qui a fait du coup ses études, à Rouen, des études, d'architecture à Rouen où et du coup elle a eu l'occasion de participer à plusieurs projets, notamment sur la revalorisation de déchets, à destination de l'architecture et donc en fait ça a commencé de pas grand chose, ça a commencé de carton parce qu'elle avait identifié que beaucoup de commerçants dans Rouen, dans les rues, laissaient du carton, en déchets qui étaient récoltés. Elle s'est dit qu'elle allait en faire des briques pour, utiliser, la capacité thermique, les différentes propriétés thermiques du carton, qui sont, mine de rien intéressantes. Elle en a fait des briques
Et finalement un professeur, de Clarisse à qui elle doit, sûrement du coup maintenant pas mal de choses, lui a conseillé de chercher un matériau qui n'avait pas encore beaucoup de canaux de revalorisation. En France, le carton est très bien recyclé. Et donc elle s'est penchée, naturellement, on en reviendra peut-être plus tard, sur le textile, heu, où voilà, elle a commencé à garder ce principe de brique, à la base pour la construction, mais pareil, on y reviendra, à partir du coup de ce textile et au fur et à mesure de la recherche et développement, aujourd'hui, on va avoir cette brique, faite, à 80 en textile revalorisé et avec un liant biosourcé, qui va servir de liant, de matrice. Mais ça, pareil, on y reviendra sûrement. Alors, tu parlais de carton au début, puis le textile est arrivé. Quel problème, a cherché à résoudre Clarisse à l'époque, à travers ce projet, en revalorisant du textile dans des briques comme on le voit ici? Alors, à la base, pour parler de son projet d'étude, le problème à régler, qui est un problème, d'actualité et qui ne va pas aller en s'améliorant malheureusement, c'est, le gisement déchets textiles qui voilà, est, exponentiel en fait, dans nos années, notamment à cause de la fast fashion et récemment parce qu'il fallait faire l'ultra fast fashion. Le vrai problème avec ça, c'est tout gisement textile déchet. Le problème, qui est vraiment en fait le cœur, qu'on identifie peut-être un peu moins facilement, c'est que, on a beaucoup de canaux de revalorisation du textile dans le monde et même en France, ça c'est bien. Par contre, c'est beaucoup de revalorisation, de coton. On va avoir par exemple le métis développé par, Le Relais qui recycle 60 du textile, en France. Le métis, ça va être un isolant en jean. Le jean, c'est du coton. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que, la fast fashion, l'ultra fast fashion vont user de matériaux plastiques, de polyester. Ça, très peu, de canaux, le revalorisent. Fabrique permet de revaloriser une partie de polyester, et de matériaux, qui aujourd'hui, sont incinérés. Donc ça, c'est une bonne chose et je rebondis un peu sur ta question pour aller plus loin. En vrai, aujourd'hui, ça, c'était la phase de projet. Où est-ce que l'idée est née? Elle est née de ce point de vue-là, enfin de ce constat-là. Mais aujourd'hui, je pense que le vrai problème que Clarisse, et qu'on essaie tous de régler à Fabrique, c'est, la place, du déchet revalorisé, du matériau recyclé, pour utiliser, ces termes-là, dans les secteurs, plus luxueux et l'image, comment redorer l'image en fait, de quelque chose de terni et de quelque chose qui a une image, assez, pauvre, du déchet et du recyclage. Tu parles de l'ultra fast fashion, c'est un sujet clairement d'actualité. On le voit avec Shein, avec toutes ces marques qui apparaissent et qui font débat aujourd'hui. À quel moment vous intervenez pour récupérer ce que vous appelez des déchets textiles? Est-ce que c'est quand le vêtement a été utilisé, trop utilisé, qu'il est jeté? Est-ce que c'est en phase plus amont, les, usines de textiles qui elles-mêmes produisent du déchet? Quels sont les endroits, où vous arrivez pour récupérer ce textile? Alors nous, on n'est pas recycleur, donc ça veut dire on va pas réellement, gérer ça. On travaille avec des recycleurs qui vont nous faire, du tri couleur. Ça pareil, peut-être qu'on en reviendra sur les projets, mais je vais vous faire passer, ça c'est sympa. Ça, c'est la brique qu'on industrialise et vous voyez qu'elles ont des couleurs différentes heu, triées par couleur. On n'est pas d'ajout de colorant, on est sur un procédé qui est censé être, Tricolore, c'est-à-dire que vous proposez 3 coloris? Non, vraiment un triage du verbe, triage de la pardon. ça peut porter à confusion. Mais non, ouais, donc on travaille avec des recycleurs qui, eux, vont gérer cet amont et cet aval, mais pareil, je vais expliquer et eux, on travaille pour qu'ils nous fournissent, en fait, par exemple, on va élaborer des standards comme le terracotta, qui va venir vous passer, où on va, leur demander, ils vont nous trier, manuellement, c'est de l'artisanat même à la source, hein, qui vont nous trier manuellement, des, déchets textiles, qui tient au orange, au rouge, au jaune et ça, on va mélanger, par exemple, avec le relais qui nous fournit 100 en blanc et on va en faire, différents patterns de couleurs, pour avoir des briques, pigmentées, et plus ou moins colorées Avec et cet effet, terrazzo, c'est ça? exactement, ouais. Là, ce que vous allez avoir donc, vous allez avoir un jungle uni et après vous allez avoir un terracotta terrazzo, différents motifs avec différents coloris, qui finalement, en fait, sont juste des noms posés sur différents pourcentages de couleurs dans la brique. Et ça, aujourd'hui, vous arrivez à quand vous avez une couleur, jungle, comment tu dis? Jun Jungle uni. jungle uni, à avoir cette, une uniformité, et produire un nombre, important de bruits qui sont exactement dans ce pattern?
Ouais, alors pour ça, bah, voilà, comme j'ai dit, c'est très artisanal dans la production. Donc on va avoir, on va nous faire fournir du coup en verre, voilà. On va élaborer dans un standard jungle qui tire sur le verre plus foncé, voire le harami, et ensuite c'est au rôle de nos briqueurs, donc c'est comme ça que sont appelés les productifs, chez Fabric. C'est ceux qui vont, faire ces briques. Et bien ils vont, eux peser, bac par bac. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est 5 briques à la fois, hein. On va élaborer la matière pour 5 briques à la fois dans chaque bac. Et donc on va élaborer par exemple, pour, du, Uni Jungle, celui que vous allez voir, il y a 50 de vert, 50 de blanc. C'est-à-dire que, pour une brique, comme vous avez dans les mains, c'est 150 grammes de textile sec. Donc les bakers vont peser, 50, donc ils vont peser, 75 grammes, de vert, 75 grammes de blanc. Mélanger tout ça, mélanger avec ce liant biosourcé qui nous sert de colle et de liant, et ensuite, on obtient, cette brique-là. Donc en fait, on a cette uniformité, dans la production. À la limite, là où on va avoir des problèmes de standardisation, ça va être, bah, comme j'ai dit, on n'est pas des recycleurs. Donc l'amont et l'aval, l'histoire du textile, nous, on la gère pas. Ce qui fait que, si on va demander, par exemple, du verre en janvier ou alors du verre en novembre, bah, on n'est pas à l'abri que, il y ait une petite différence de teinte, ce qui empêche Fabric de faire du stock. Ce qui est un limitant, notamment économique, commercial. Pareil, ça, j'imagine qu'on en reviendra peut-être. Mais, donc ouais, mais ça fait partie de l'artisanat de Fabric, hein. On vend notre matériau comme vivant, donc Alors production artisanale, tu le dis, est-ce que tu peux nous expliquer, qu'on puisse se rendre compte, à comment ça se passe la fabrication réelle de ces briques? Vous avez une usine? Vous êtes basé où? C'est combien de personnes? Est-ce qu'il y a besoin de machines? Vraiment, si tu peux nous expliquer un peu le processus de fabrication. Alors, le processus de fabrication, je vais, même l'expliquer un peu historiquement parce que, on n'arrive pas à un process, surtout sur des matériaux innovants. Donc on appelle matériaux innovants, des matériaux, où par exemple, bah, le procédé de fabrication n'est pas connu. On voilà, si quelqu'un décide de faire une entreprise de BA13, de faire du placo ou quoi que ce soit, c'est connu, on sait comment faire. Là, pour le coup, un matériau comme celui-ci, on sait pas en France, en tout cas, on ne sait pas le maîtriser. Voilà pourquoi un matériau innovant, et donc un procédé de fabrication, ça se construit petit à petit. Et donc, bah, Clarisse, elle a commencé, heu, dans son garage, avec des presses manuelles que, son père, lui a fabriquées, parce qu'il était fabricant. Et donc voilà, bah, c'était des moules. Ensuite, elle a aussi fait beaucoup de recherches, notamment pour, élaborer, ce liant biosourcé, pour élaborer les recettes qui sont brevetées. Et donc, la 1re fabrication des briques, au début, pour tout vous dire, elles étaient même pas broyées. Là, aujourd'hui, vous avez, du coup, oui, enfin, ça se voit bien, le brick est assez lisse et avec beaucoup de pigments. C'est, dû au fait, au ce textile qui est broyé en amont. Ça permet de mieux mélanger, d'avoir une meilleure forme. Avant, elle voulait Qui est broyé chez vous? qui est broyé en interne, ouais, qui est broyé chez nous. Vous récupérez le textile comme ça? Exactement. Nous, on va récupérer, c'est génial, on va récupérer le textile comme ça et on va le broyer chez nous. Mais avant, Clarisse, par exemple, avait essayé de limiter au plus, enfin disons d'avoir un procédé de fabrication le plus sobre possible, pour notamment pour réussir à le revaloriser de la manière la plus vertueuse possible. Sauf que les briques, n'avaient pas un rendu très, forcément esthétique. C'était même compliqué, en fait, de faire une brique avec du textile qui est encore brut, comme ça. Donc là, elle a décidé de le broyer et en fait, petit à petit, avec les commandes commerciales qui vont arriver et l'entreprise qui se déploie, bah, petit à petit, on a du coup la 1re unité de production qui est, dans le 19e arrondissement à Paris, qui s'est ouverte. Elle a eu ses 1ers salariés. Et en 2022, il y a la 1re, machine, qui, peut-être qu'on peut voir, temporairement sur le slide. Voilà, donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le garage avec les 1res presses. Donc là, elle venait de commencer à broyer déjà, on voit un peu, le rendu qui est un peu plus pigmenté, et sur la photo d'après, je pense qu'on va voir la différence de production. Donc voilà, on passe d'une petite machine comme ça à une grosse machine, semi-automatisée, dans un atelier. Donc ouais, c'est une phase d'industrialisation, du process. Et donc aujourd'hui, comment la brique est élaborée? Et ben, on va recevoir du coup le textile par chez les enfin depuis les recycleurs. On va les broyer en interne. Ensuite, on va séparer du coup en fonction des coloris, différents bacs. On a, on va dire, nos broyets de couleurs, c'est notre matière première. Et ensuite, en fonction du planning de production, les briqueurs, ils vont élaborer leur, bac de textile où ils vont, élaborer les coloris, hein, le jungle, tout ce que vous avez dans les mains. Ils l'élaborent dans des bacs, ils mélangent, à la main.
Ensuite, ils formulent toujours en interne, on va formuler notre liant biosourcé. Donc c'est une colle qui, bah, voilà est, n'a pas d'additifs ou quoi que ce soit. C'est des colles qu'on doit faire plusieurs fois par jour, qui doivent être utilisées minutes. Donc une fois qu'ils font la colle, ils la versent dans leur bac. Ils mélangent, et on obtient cette matière de textile enduit de colle et ensuite ça va être peut-être je vais me décaler, on sait jamais. Ça va être placé dans ces moules où on va avoir 10 empreintes de 3 étages. Donc, par compression, on fait 30 briques. Ils vont, à l'œil, à la main, séparer leur bac en différentes empreintes et ensuite c'est compressé à froid. Donc, aujourd'hui, c'est l'étape la plus semi-automatisée, enfin, disons que dans la phase d'automatisation, on est sur l'étape, la plus avancée, mais on a toujours voulu garder et je dis «on», j'étais pas là à cette époque-là, hein, j'ai parlé pour Clarisse, toujours, très important de garder un process assez vertueux et donc notamment, avec une compression à froid qui permet, à l'opposé de la thermofusion d'avoir une matière qui se tient à la fin, donc cette brique, hem, sans avoir à, heu, chauffer, ce qui est déjà plus énergivore, mais aussi, la thermofusion, ça ensuite, ça pose des questions sur la fin de vie du produit et son recyclage, enfin le remettre en cycle, donc voilà et donc la dernière étape après c'est, un séchage par convection, enfin, il y a juste un séchage par convection naturelle et ensuite on vient aspirer le reste, d'eau, on va faire migrer l'eau qui reste un peu dans la brique pour lui donner plus de tenue dans des déshydrateurs qui, chauffent à «froid» entre guillemets, hein, qui chauffent à température, assez basse pendant, 24 heures. Quel est le volume de production quand on fait 30 briques par 30 briques? Ah oui, bah, quand on fait 30 briques par 30 briques, ça fait qu'on produit pas énormément, hein, moi je suis arrivé, pour donner plus de contexte, je suis arrivé, il y a, 1 an. Pour mon poste du coup d'ingénieur mécanique, pour vous donner plus de contexte parce que même en fait en règle générale, on sait jamais trop ce que fait un ingénieur, même un ingénieur sait pas vraiment ce qu'il fait. Un ingénieur, historiquement, un ingénieur, c'est un poste qui a été, inventé, en même temps que le capitalisme pour, faire évoluer les techniques. Parce qu'on est arrivé dans un besoin d'évolution de technique. Merci pour ce contexte. Je tiens et je suis peut-être allé un peu trop loin, vous me dites. Et donc voilà, donc l'ingénieur fait évoluer les techniques et moi, ce que je fais évoluer chez Fabric, c'est, bah, notamment ce dont tu parles Maxence, la capacité de production. Donc en pré-industrialisant la production, pareil, je vais étayer mes propos. On pré-industrialise parce qu'on essaye de rendre, plus semi-automatisé, plus standard, plus répétable, plus reproductible la brique, de sorte à ce que, ce soit moins fatigant pour les briqueurs. Pareil, comme j'ai dit, ils remplissent à l'œil leur moule. C'est plein d'étapes comme ça qui ont besoin, d'être, un peu plus automatisées pour, avoir un matériau plus standard et pour pouvoir en produire plus par jour. Donc moi, je suis arrivé à 240 briques par jour. Donc voilà, à ça Bravo, bravo. voilà, voilà. Merci pour ça, ouais, ça c'était le travail en amont et ensuite, bah, écoutez, le travail ça a été, essayer de faire plus donc bah, identifier, des flux d'amélioration notamment, bah, on va le voir dans les problèmes, dans les enjeux de tout ce qui est les matériaux innovants mais bah, nous on manipule la colle. La colle en industrialisée, c'est compliqué, il y a des passages de colle, donc en fait, on dirait pas comme ça, mais bah, tous les jours, c'est des heures et des heures de nettoyage. Parce que les machines s'encrassent très, très vite, donc ça, bon voilà, ça a pu être, externalisé, ça donc maintenant c'est une équipe de nettoyage, experte du secteur industriel qui va s'en occuper, qui permet de faire plus de briques. On est actuellement en train de passer en 2/8, donc 2/8 c'est 2 fois, 8 heures, c'est voilà, c'est 2 fois 8 heures de production. Une équipe du matin, une équipe du soir. C'est plein de petites étapes comme ça, plus en ajoutant des plus pour entrer dans la technique, la formulation de la colle, on est en train d'essayer de l'automatiser, avoir des doseurs automatiques, donc voilà, donc aujourd'hui, on est à 330 briques par jour. L'objectif en devenir, c'est, donc, de, faire 2,5 fois, voire 3 fois la capacité à laquelle, je suis arrivé donc normalement, si tout se passe bien, on se séparera de moi avec 660 briques par jour et donc mon travail sera fait. Alors, 300-600 briques par jour, ça c'est une bonne chose, mais après faut qu'elles aillent quelque part. À quoi ça sert ces briques? Alors ces briques, à quoi elles servent? Eh bien, c'est pas des briques de construction et parce que j'en parlais un peu au début du projet de Clarisse, hein, c'était un projet d'archi, ça pouvait être de la construction. Très vite, ça s'est recentré, c'est, des très gros enjeux. Les normes dans la construction sont heureusement très, très, contraignantes.
Et surtout, Clarisse a changé de cap et a voulu d'abord, travailler, comme j'ai dit, l'enjeu en fait de l'esthétisme, du design dans les matériaux, déchets, revalorisés. Donc aujourd'hui, la brique de revêtement mural, donc celle que j'ai fait passer, celle que vous voyez en photo, a des propriétés d'abord esthétiques, c'est une brique de décoration et après on peut vanter certaines caractéristiques thermiques et acoustiques. Mais on vend avant tout comme une brique de décoration. Le but, c'est d'avoir, une seconde vie aux matériaux destinés réellement au design et à l'architecture. Son côté aussi très, modulaire, très Lego permet en fait de faire des murs, à de qui sont tous uniques, en travail. Ça évidemment que Fabrique, c'est une agence design avant tout, c'est surtout une équipe de designers et d'avoir des projets, comme ceux-ci. Donc voilà à quoi sert la brique exactement et ensuite à destination de qui? Et bah, aujourd'hui on va avoir, différents clients, plus ou moins, prestigieux parce que, c'est un matériau qui est relativement cher, qui n'est pas encore, malheureusement aussi accessible que ça. Mais c'est aussi le but, hein, c'est de trouver sa place dans le luxe à des matériaux, issus de la revalorisation. Et donc on va travailler avec des marques comme Dior. On va avoir, Chaumet qui a refait sa vitrine Place Vendôme, très récemment entièrement en fabrique. On va avoir, des clients un peu plus surprenants comme Naval Group, qui ont refait des bureaux avec leur bleu de travail. Donc ça, c'est aussi une force de Fabrique, c'est de pouvoir proposer, un canal de revalorisation, des missions recyclage comme on appelle. Même si encore une fois, je souligne qu'on n'est pas recycleur parce que c'est pas le but de faire, on ne prend pas tous les textiles, mais par contre, ça reste des projets design où si le client veut, donner une histoire un peu plus de sens à son mur, par exemple, comme Naval Group qui veut revaloriser tous ses EPI, ses bleus de travail et tout, bah, on trouve un moyen avec eux de travailler avec eux pour, donner une histoire à leur mur et donc on a utilisé leur bleu de travail. C'est quoi vos ambitions aujourd'hui? Enfin, comment vous vous projetez, Fabrique, à 10 ans? Où est-ce que vous vous voyez? Quels sont les endroits où vous voulez encore, améliorer des choses? On a compris sur la production, mais, quelle est votre vision aujourd'hui? Alors la vision, ingénieur, je la donne en premier parce que, bah, on m'a donné le micro donc malheureusement, je dis ce que je veux. C'est, heu, c'est bien évidemment, recycler un maximum. Parce que c'est trop cool d'avoir enfin un canal de revalorisation qui recycle. Je vais vous faire passer celle-là aussi d'ailleurs. Ça, c'est une brique de mobilier qui est plus épaisse, qui est plus utilisée pour, des projets par exemple, de mobilier, des lampes. Hem, donc comme j'ai pu l'expliquer un peu au début, on fabrique c'est un canal de revalorisation qui va utiliser majoritairement du coton, mais qui va pouvoir utiliser du polyester, du plastique, tout ce qui aujourd'hui est brûlé, incinéré et on est sur à destination de projets, si beaux et prestigieux, heu, que, ça donne que envie que ce genre de projet, se développe, donne envie à plus de monde et ne voit même plus forcément le déchet dans ce genre de projet et voit avant tout l'aspect artistique et design. Donc voilà, recycler un maximum, ça c'est un super objectif. Finalement l'objectif, si je parle à la place de Clarisse et des designers, surtout à la place de Clarisse, hein, vu que c'est son bébé, va plus ou moins être le même dans le fond. Dans la forme, va être différent. Je pense que Clarisse adorerait que ses projets deviennent, internationaux. Donc on travaille dessus, ils ont toujours travaillé dessus, ils ont fait, une première collection artistique, qu'ils ont, présentée à la Mexico Design Week en 2023. Ça, c'était, le premier pas de Fabrique dans l'art, avec, des chaises, des assises. Donc on est sur les premières res pièces fonctionnelles de Fabrique, où on peut s'asseoir sur les chaises alors que voilà, comment ne pas halluciner quand on dit que c'est que du textile, qui a été broyé, donc ça, c'est assez impressionnant et chaque année, Clarisse et l'équipe de designers continuent à essayer de grappiller, ce marché international, qui est, qui a beaucoup de potentiel, ouais. Peut-être pour, avant de conclure et de laisser la parole, au public, si on peut revenir vers toi, tu es ingénieur, mécanique, non, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à, rentrer dans une entreprise, un projet comme celui-là? Qui j'imagine, dans ton secteur, reste quand même assez atypique. Ouais, c'est atypique, c'est malheureusement atypique, mais on est aujourd'hui, on vit dans des contextes où, l'ingénieur mécanicien, on va dire que beaucoup de mes collègues de ma promotion, que j'ai pu voir partir un peu,
partout et puis même je vois bien les offres d'emploi, c'est assez clair, c'est l'aéronautique ou la défense. Ce qui est dommage parce qu'en fait, ça restreint beaucoup la formation. L'ingénieur mécanique, c'est, pour donner plus de contexte, pareil, étymologiquement, la mécanique, c'est l'étude de tout ce qui ne bouge et tout ce qui ne bouge pas. Donc, voilà, moi, littéralement, l'ingénieur mécanicien fait tout visiblement mais en vrai, ce qui travaille surtout dans cette définition, c'est les énergies. L'ingénieur mécanicien, bah, il a la chance d'avoir beaucoup d'ordres de grandeur énergétique et ça, c'est très important, dans ce contexte d'urgence climatique et de transition environnementale, c'est, d'avoir en fait, une certaine lucidité sur, les ressources, sur leur utilisation et donc c'est ce que je trouve dommage juste dans c'est pas que l'ingénieur mécanicien est voué à aller à l'aéronautique et à la défense parce que ça se défend et mais c'est juste que, ça ne devrait pas être restreint à ça, surtout quand on a, une formation qui est aussi large que ça et donc avec des amis, on a commencé à développer, un centre d'intérêt commun autour, de la démarche, low-tech. On est en train de monter une association autour de ça. On a été poussé par des professeurs et ça, c'est génial et donc on s'est dit, au moment du diplôme, qu'on voulait absolument rendre honneur à ce travail et essayer de trouver quelque chose de plus vertueux. Donc aujourd'hui, l'ingénieur mécanicien, ouais, il peut bosser en agence de design, il peut bosser, dans les matériaux, de demain, les matériaux durables et revalorisés. Il peut bosser dans les mobilités douces. Il peut bosser, dans les énergies, renouvelables ou autres, qu'importe. Enfin, je veux dire, le nucléaire n'est pas considéré forcément comme renouvelable, mais enfin voilà, voilà pourquoi c'était plutôt pour, rendre hommage à une filière assez complète et prouver qu'on peut être épanoui et avoir un métier, stable ou qu'importe, on peut avoir un symbole de réussite, avec, chacun met sa définition dessus, mais Écoute, tu as l'air plutôt épanoui, donc c'est sûr. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à poser à Arthur? Profitez de qu'il soit là. alors vous pouvez partir du principe que je suis Clarisse aussi, hein, je vous inquiétez pas, je peux répondre à sa place, sur ça et si je ne peux pas, je le dirai. Question. Notamment sur l'entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup parlé du coup parce que, je ne suis pas Clarisse, mais je connais son retour, si vous avez des questions dessus, il y a aucun souci. Oui, donc bah, bonjour Arthur Clarisse, hein, voilà. Je tiens en fait, j'ai une question, je suis enfin, ce que vous avez dit est très intéressant. Je pense qu'on est tous sensibles, voilà, au recyclage, et en ce qui concerne le textile, on voit en tant qu'ingénieur, vous avez quand même, bah, votre potentiel à détecter, comment on peut recycler, du vêtement et quel est votre pouvoir, je dirais, en matière relationnelle, pour sensibiliser justement, des entreprises à, apprendre à se servir du textile justement vers, des belles fabrications comme ça, sans penser forcément à l'international. On voit qu'à l'échelle nationale, en France, bon, bah, voilà, il y a beaucoup de déchetteries. Par exemple, bon nous, enfin moi voilà, quand je vais jeter par exemple des vêtements dans le fameux dépôt de recyclage, j'ai la curiosité de savoir ce qu'on en fait. Mais est-ce que vous, en tant que scientifique, je dirais, vous avez justement, un pouvoir de persuasion pour étendre, toutes les possibilités de recyclage en fabrication? Voilà, je ne sais pas si ma question est claire? Si, si, je pense avoir compris, mais tu me stops si jamais, c'est pas le cas. Mmh. Hem, donc malheureusement, je ne pense pas que, ce point de vue peut-être un peu plus, scientifique, technique sur, ce gisement textile déchet, permet peut-être de sensibiliser plus que n'importe qui, en tant que particulier. Après moi, l'avantage en fait, c'est qu'en tant que professionnel, bah, on va un peu plus, boire tes paroles. À partir du moment où tu le justifies bien, on a les capacités de justification. Donc bah, ça donne l'occasion de parfois de parler, que ce soit dans sa propre entreprise ou alors de choisir de travailler dans des entreprises comme Fabric, comme, Le Relais, qu'importe, si on parle que du textile évidemment. Donc chacun professionnellement, chacun fait ses choix. On décide de travailler, où on veut si on en a la chance, hein, bien évidemment. Et à côté, pour faire ce parallèle, je pense que, bah, la vraie source de communication, comment est-ce qu'on peut, sensibilisation, je pense qu'elle est très personnelle et je pense que c'est, moi comme, n'importe qui peut, en parler autour de soi, voilà, moi par exemple, j'arrive, totalement comme personne, hein. Personne ne me connaît ici et on a l'occasion par contre de me donner un micro donc bah, j'essaie de pas dire trop de bêtises
Et donc notamment, bah, sur le textile, je trouve ça intéressant de parler du fait que, en vrai, on sait le recycler, mais le problème, c'est surtout le polyester, par exemple. Le fait que le fast fashion, c'est fast, mais surtout, bah, c'est pas de la très bonne qualité. Donc voilà, je pense qu'on peut tous autour de nous, diffuser à notre échelle et faut pas se dévaloriser sur, «Ça ne sert à rien». Tant que ça vous tient à cœur, ça ne coûte rien d'en parler. Merci. Je crois qu'il y avait une autre, question ici. Ah oui, alors moi, c'était une question plus technique peut-être. Vous parliez de que les briques étaient essentiellement, utilisées, pour, du design de la déco, en fait. J'imagine que, si on voulait aujourd'hui leur donner, une dimension plus, par exemple isolante, vous disiez que c'était possible, des, contraintes, thermiques ou acoustiques. Ça permettrait de les vendre à plus grande échelle et j'imagine que pour l'instant, étant donné, la production, le faible taux de production, c'est pas possible, mais c'est tout à fait envisageable? Alors, c'est envisageable, bah, dans l'idée où la recherche et le développement, ne se terminent jamais et donc oui, en effet, je pense que, ce serait une super bonne opportunité pour ce genre de matériaux d'avoir des propriétés acoustiques et thermiques encore, plus intéressantes, qu'aujourd'hui. Par exemple, pour parler des propriétés actuellement, la brique est, absorbante acoustique, donc elle est pas isolante acoustique. Ça veut dire que ça ne va pas empêcher, de nous entendre brailler de l'autre côté du mur. Mais par contre, dans un bureau, c'est très bien reçu. Un mur entier de briques, ça va totalement calmer l'écho, ça va calmer une pièce. Ça, c'est très apprécié par les entreprises. À côté les capacités thermiques, c'est, comme du feutre, donc ça isole, à peu près, mais c'est pas on n'utilise pas du feutre pour isoler, c'est pas pour rien, il y a des choses plus efficaces. Donc il y a quelque chose à faire, il y a de la recherche à faire, ça c'est sûr. Hem, mais bon voilà, encore une fois, c'est une phase de recherche et de développement qui font que la brique a encore, des choses à faire. Je vais pas parler aussi de la résistance au feu, mais aujourd'hui, il y a plein de contraintes. On peut pas mettre ça, n'importe où, sans respecter certaines normes. Aujourd'hui, la brique telle quelle, celle que vous avez dans les mains, elle est, difficilement inflammable, donc c'est classification M1 en France. On a un vernis qui permet de passer M0, donc ça veut dire ininflammable et on travaille actuellement pour parler de la phase d'R&D, aujourd'hui, on travaille actuellement pour essayer de la rendre ininflammable, par sa formulation, donc sans avoir à rajouter quoi que ce soit. Est-ce que la brique, de fabrique est présente dans des logements aujourd'hui? Ouais. Ouais, ouais, il y a des on a des clients particuliers, donc c'est beaucoup de B2B, parce que, bah, c'est généralement des budgets, qui demandent enfin, c'est des grands projets comme ça demande souvent des budgets, qui sont propres à des entreprises qui ont des budgets alloués pour leurs bureaux. Très peu de particuliers vont faire tous des bureaux tout entiers chez eux. Mais par contre, ouais, on a des clients particuliers qu'on a accompagnés en design pour, faire par exemple des TED-Lits ou donc très intéressant. À chaque fois, on l'équipe de design, met son nez dedans pour, «s'assurer» entre guillemets que le matériau soit mis en valeur. Mais donc ouais, il y a des particuliers qui ont ça chez eux, ouais. Bah, Clarisse, hein, Clarisse a évidemment un mur entier chez elle, des Ouais, étoiles. bah, c'est plus sexy que des plaques en liège, hein, c'est certain, donc si ça pouvait remplacer ça, ça après c'est sûr, c'est pas le même budget dans un premier temps. Après si ça devient, si ça prend une dimension, industrielle, en termes d'accessibilité au grand public, ça va démultiplier votre production, mais c'est moins de gain pour vous aussi. C'est moins sympa pour la designeuse de faire des briques lambda, à moins que ce soit, ça reste des briques déco et isolantes. Voilà. Ouais, aujourd'hui, il y a une vocation à rester sur le secteur, décoratif, luxueux. C'est la vision de Fabric. Aujourd'hui, niveau commercial, comme j'ai pu le dire un peu au début, le sous-entendre, c'est Clarisse qui gère ça et c'est très apprécié. On a un pour l'instant, on a un tableau commercial qui nous permet de remplir le planning de production, même avec ce qu'on a à proposer et surtout avec, tout ce qu'on pourrait, proposer dans l'avenir. Donc notamment, améliorer un peu les caractéristiques, que ce soit au feu, au bruit, au thermique, et cetera et ensuite la R&D et moi, mon travail d'augmenter la cadence de production. Le but, c'est pas nécessairement de viser la lune, mais le but, c'est de répondre à la demande et de la rendre plus accessible aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici et ici et ici. Oui, merci. Bah, justement, c'est un peu le prolongement de la question. Je suis peut-être un peu curieuse, mais pouvez-vous nous donner un ordre d'idée du prix à la brique ou au mètre carré? Je sais pas comment ça s'exprime.
Ouais, alors, je peux Combien ça expliquer coûte? oui, c'est ça, je peux expliquer combien ça coûte, il y a pas de souci. Aujourd'hui, le prix d'une brique, ça varie entre, 5-6 € et 8 €. Alors 8 €, enfin, la différence de prix va s'expliquer sur, l'origine, du textile, par exemple. Naval Group qui vont travailler avec leur textile, on va élaborer avec eux, on va tester leur textile, on va tester les couleurs et donc il y a toute cette phase-là qui va, influencer le prix de la brique et ensuite on va avoir des coloris plus, standards que nous, on peut faire, en plus grande quantité plus facilement, qui demandent de la recherche qui a déjà été faite et donc ça, on va plus s'approcher, au prix de 4-5 € la brique. Mais bon, enfin, là, il y a beaucoup de briques, par exemple. C'est pour ça que ça reste un matériau qui est relativement cher. Oui, ça serait une question plus, par rapport à la technique. Quand vous avez exprimé les différentes phases, le broyage, on a l'impression que c'est une phase très fluide. Vous avez pas de problème de bourrage ni quoi que ce soit? Si. Ah si, ça vaut parce que, il y a très peu, en fait, on dans toute la phase de production, d'industrialisation, pour l'instant en pré-industrialisation, c'est, d'où, aussi où est-ce qu'on se projette dans 10 ans? Bah, sur un process industrialisé. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est pré-industrialisé et bah, pour cette pré-industrialisation, ce qu'on va faire, c'est utiliser beaucoup de rétrofit. On va utiliser beaucoup de matériaux de l'agroalimentaire ou de ce qui se fait ailleurs et notamment pour le broyeur, bah, des broyeurs à textile, ça n'existe pas forcément, sur le marché, donc on va utiliser des broyeurs qui existent ailleurs et donc ça arrive que ça bourre. Nous, l'objectif de fabrique, bah, c'est de le savoir et de le prévenir. Donc aujourd'hui, si ça bourre, on sait comment agir, ça se débourre facilement, donc le broyage n'est pas tant un frein, dans la production de ça. On sait que parfois ça bourre, c'est plus des problèmes, électriques, en vrai, qu'autre chose. Ça se passe enfin voilà. Est-ce que vous avez une idée de la durée de vie du produit et qu'est-ce que vous en faites après? Alors c'est une question intéressante parce que, c'est une entreprise qui est très jeune, hein. Fabrique, on ça a été le nom Fabrique, la société a été déposée en 2019. Donc, quand on a moins de 10 ans sur des matériaux comme ça qui vont être liés au bâtiment, dans l'idée où on s'attache au mur, c'est très important de savoir, de connaître sa durée de vie et nous on peut pas, aujourd'hui on ne sait pas, on n'a jamais démantelé de projet. Donc généralement, on dit 50 ans et on dit pas 50 ans parce que ça plaît. 50 ans, je crois que il y a réellement un petit peu des codes, en fonction dans le bâtiment, en fonction de comment se comporte ton matériau et qu'est-ce que tu peux prétendre à voilà. Donc nous, on prétend à 50 ans. Mais en fait, c'est, la question sous-jacente, c'est, l'origine du projet parce qu'on à chaque fois aussi, on peut mettre un petit peu, on peut mettre beaucoup notre nez dans l'origine du projet parce que, bah, récemment, on a dû refuser un projet en Guadeloupe parce que c'est très humide la Guadeloupe. Il y a des personnes qui veulent mettre dans la salle de bain, c'est pareil, on déconseille. On a envie que les projets, tiennent, on n'a pas envie de vendre, on vend un certain luxe et le certain luxe, il vient aussi, dans, ce que les designers apportent et dans ce que les ingénieurs apportent. Et donc, en effet, ça va dépendre totalement de là où va habiter le matériau. Et donc, Jules, les boutiques, les magasins Jules de prêt-à-porter, c'est un client historique. Aujourd'hui, toutes les boutiques Jules en France sont équipées de Fabrique. Si ça vous intéresse et que vous trouvez un Jules un jour, rentrez et regardez le support, par exemple, à jeans, et il y a du Fabrique. Et là, on voit bien que les briques sont très abîmées parce que, bah, on est, sur quelque chose qui est accessible, à la main. Ça va être touché parce que ça attise la curiosité. Donc ça va, moins bien vivre. Donc voilà, nous, on essaie d'apporter des solutions pour faire en sorte que malgré, ces contraintes-là, ce cahier des charges et ben, on arrive à trouver des solutions pour que ce soit, moins touché, par exemple, que ça dure plus longtemps, donc voilà. Donc la vraie réponse, enfin officielle, on va dire qu'on prétend à 50 ans. La vérité, c'est qu'on n'a jamais démantelé et que ça dépend beaucoup du projet. Une dernière question. Je me questionnais quand même sur le passage à l'échelle. Si vous augmentez vraiment de production, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez quand même bifurquer vers la construction? Quelque chose qui soit plus accessible pour tout le monde et qu'on puisse, vraiment peut-être absorber tous les déchets qui sont générés? Ça, c'est une question, bah, nos fabriques, c'est une façon de voir les choses qui est choisie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer beaucoup de choses et donc moi, quand je suis arrivé chez Fabrique, par exemple, avec mon regard, qui va être très similaire, au tien dans ce que tu poses la question. Il y a une phase d'adaptation de, la vision de l'entreprise, quoi. Il faut que tout le monde ait la même vision, autrement on n'avance pas, donc il y a quand même des phases de discussion avec Clarisse notamment, de qu'est-ce que tu vois vraiment pour l'entreprise? Donc là,
Je pense que tu posais cette question il y a encore quelques années. L'objectif, c'est d'une R&D qui arrive à la construction, dans 10 ou dans 10-15 ans. Aujourd'hui et ça le sera peut-être, hein, si on pose la question dans 5 ans après, mais là, aujourd'hui, Fabric se positionne, vraiment sur un marché de la décoration, du revêtement mural plutôt, qui peut avoir des caractéristiques qu'on essaye d'améliorer et reste sur un secteur du luxe parce qu'aujourd'hui, même si on augmente la production, il y a toujours une étape, ça reste une agence de design et les projets sont beaucoup aussi dimensionnés par rapport, au design. Donc, il faut le dessiner, il faut faire le calpinage, il faut avoir une certaine direction artistique qui doit être discutée avec le client et donc ça, même si on augmente la capacité de production et qu'on réduit le coût de production de la brique, on va toujours avoir des projets qui seront à peu près onéreux. Hem, donc la vision en 10 ans de la brique chez Leroy Merlin, elle a été, questionnée, mais aujourd'hui, c'est pas vers là, où Fabric, tend, à aller. Alors je vous propose qu'on poursuive la discussion à côté. Arthur a un train à 14 heures. Il fait un aller-retour, express au Havre, hein. Tu auras pas le temps de découvrir, toutes les la beauté de la ville, mais tu reviendras, j'espère. Donc si vous voulez poursuivre la discussion avec Arthur, le temps qu'il avale deux trois trucs avant de reprendre son train, n'hésitez pas. Je vous invite également, à flasher ce QR code si vous voulez, suivre la programmation du 139. Un grand merci à Gaël Charbot, à François Belseur de Métamorphose, un été au Havre, d'avoir, rendu possible ce moment. Merci à toi, Arthur, d'avoir, relevé le défi, pied levé, brillamment. C'était très intéressant et évidemment merci à vous d'être, tous présents pour, ce moment. Ouais, merci beaucoup Maxence, merci à toute l'équipe. En vrai, j'ai vraiment été, chouchouté. Merci. Désolé encore une fois, parce que Clarisse aurait eu d'autres choses à raconter et je ne doute pas avec les questions qu'il y a eu que je n'ai pas été intéressant donc merci, merci pour cet intérêt.